Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts. C'est la troisième partie et nous sommes cette fois-ci avec Ousmane Paré qui est revenu, rédacteur-chef à Omega FM. En face de lui, Dieudonné Zongrana toujours, Robin Guébré, Mamadou Barreau, le syndicaliste qui sont là. Et nous allons consacrer cette partie au portrait de deux candidats. On va commencer par M. Tahirou Barry, à 39 ans, le candidat du Parti de la Renaissance nationale. Il souhaite surfer sur la vague de la contestation, la révolution, pour pouvoir faire d'une pierre un grand coup et se faire élire le 29 novembre prochain à la tête du pays. Un reportage de El Adinjaï. Le ralliement d'un autre candidat à la présidentielle, le reggae maker ZS. Cet homme politique affable va-t-il succéder à Blaise Compaoré qu'il a combattu jusqu'à sa chute? Tahirou Barry est le président du Parti pour la Renaissance nationale par an et doit son ascension en politique à l'imminent professeur Laurent Bado. Il dirige depuis 2010 ce parti dont il défendra les couleurs à la présidentielle de 2015. Juriste de formation, il a été le premier candidat déclaré à ce scrutin pour lequel il a été investi en janvier 2014 à Bobo-Dioulasso. Cette longueur d'avance est mise à profit par celui qui se reconnaît comme le candidat de la jeunesse pour porter haut les idéaux du parent. Pour défendre la cause de son parti auprès de l'électorat, ce juriste de 39 ans, né à Ganoa en Côte d'Ivoire, propose un projet de société avec des réformes sociales, culturelles, politiques, administratives, institutionnelles, économiques et diplomatiques. Mon atout, c'est ma volonté, c'est ma conviction, c'est mon projet. Et notre projet, c'est un train avec les rails comme culture, parce que nous estimons que nous devrons nous adosser sur le roc de nos valeurs culturelles pour nous élancer vers l'avenir. La locomotive, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Parce que tant qu'on n'a pas la souveraineté alimentaire, on ne pourra pas résoudre les problèmes de santé, de logement, d'éducation, d'emploi. Il y a ce volet qui sont. Il y a maintenant les wagons, c'est le commerce, c'est la santé, c'est l'éducation. Et c'est ça qui constitue notre richesse. Nous avons une vision claire, nous avons un chemin crédible, cohérent. Tahirou Barry propose un projet de société quantifiable et mesurable pour obtenir la confiance de l'électorat burkinabé. Mais il fera face à des poids lourds comme Zéphirien Diabré ou Roch Marc Christian Kaboré. Tahirou Barry va devoir sortir le grand jeu pour imposer son courant politique, le tertiarisme, modèle communautariste africain à l'opinion. Nous, on s'en fout de ces soi-disant grands candidats, grands partis. Permettez-moi le terme, on s'en fout. L'adversaire du parent, ce n'est pas eux. L'adversaire du parent, c'est l'abstention. L'abstention de ceux qui ne croient plus à la politique parce qu'elle les a déçus. L'abstention des jeunes qui ne croient plus à la politique après tant d'années de frustration, après tant d'années de promesses jamais tenues, d'illusions savamment entretenues. Voilà notre véritable adversaire. La politique, tout comme le cinéma, le sport, la lecture et la musique sont ses passions. Sa proximité avec le milieu du showbiz lui a d'ailleurs valu le ralliement d'un autre candidat à la présidentielle, le reggae maker ZS. Cet homme politique affable va-t-il succéder à Blaise Compaoré qu'il a combattu jusqu'à sa chute? Alors, on rappelle que le parent, c'est le parti qui a été créé par M. Laurent Tado, le professeur Laurent Tado, qui est l'ancien enseignant de M. Tahirou, et qui est toujours là, hein, qui n'est pas loin. Est-ce que Ousmane Paré, ça ne va pas créer des problèmes d'avoir une tutelle qui est le fondateur du parti? Mais, bon, pas de problème en tant que tel. Le seul problème, puisqu'il se réclame candidat des jeunes, je pense que l'autre candidat des jeunes, c'est le candidat Adama Kanazwe de l'Agir, et qui, de son côté, quand même, s'est fait entourer uniquement de jeunes. Donc, si on doit faire une comparaison, c'est vrai qu'on a deux jeunes, justement, qui se réclament tous au candidat des jeunes, mais il y a un qui a peut-être un parrain, voilà, et l'autre, quand même, qui essaie de se débattre. C'est un parrain qui n'est pas très présent, il n'y a pas... Il est présent, puisque même sur certaines affiches, quand même, je pense qu'il y a des affiches qui sont deux, quand même, où il y a
Laurent Gbaddo qui est là. Et d'ailleurs, il a déjà dit, s'il est élu, c'est Laurent Gbaddo qui sera son Premier ministre. Donc je pense que de toute façon, il est difficile à l'étape où nous sommes que le candidat du parent Tahirou Barry quand même arrive à se départir, en tout cas, de prendre ses distances vis-à-vis du professeur Gbaddo. Donc c'est quelqu'un qui a toujours, je ne dirais pas la même mise, mais il est incontournable, puisque c'est l'homme qui, voilà, des idées, c'est lui qui fait le parti en quelque sorte. Alors pour revenir un peu aux propositions du parent, il dit qu'il faut réinstaurer l'ordre moral. Et je vais le citer. Il parle d'interdiction d'importer, de produire des revues et des films pornographiques, de même que les musiques et les danses suggestives, qui seront interdites s'il est élu à la tête de l'État. Au niveau politique, instauration d'un gouvernement de gens intelligents. Parce que les peuples ne sont jamais mieux administrés que lorsque les gens intelligents sont au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Zongrana? Non, en fait, Tahirou Barry, c'est le fils spirituel de Gbaddo. Et tout ce que vous venez d'énumérer sont du cru du professeur Laurent Gbaddo, qui sont extraits de son système de tertiarisme. Donc, en fait, qu'est-ce que dit Laurent Gbaddo? Tout de suite, Paré disait, on sent effectivement l'ombre tutélaire de Laurent Gbaddo sur Tahirou. Il ne s'en cache pas. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut peut-être couper ce cordon ombilical. Mais pour en revenir à ça, c'est le tertiarisme. Laurent Gbaddo, il pourfend justement ce que vous venez de citer, il pourfend l'homosexualité, il prône un retour aux fondamentaux du terroir. C'est ça, il faut un retour. Oui, mais quand on parle d'être gouverné par des gens intelligents, est-ce que ce n'est pas un peu... Vous savez qu'il avait lancé une boutade il y a quelques années que c'est lui et Thomas Sankara qui sont les plus intelligents. Bon, vous savez, Laurent Gbaddo, il aime toujours faire dans la provocation. Bon, c'est le personnage qui est comme ça, il est entier. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, est-ce que les Burkinabés sont prêts à ce retour au communautarisme là, prôné par le parent? Est-ce qu'on est prêt vraiment à ce retour aux fondamentaux? Il faut revenir à nos valeurs là, en entier. Ça, c'est la grande question. Alors, Mamadou Barrow, j'ai pu lire un article rédigé par le bimensuel L'Événement qui nous révèle un peu l'axe stratégique de la campagne du candidat du parent. Alors, il compte supprimer le suffrage universel direct, le remplacer par un suffrage à plusieurs degrés, afin d'empêcher les achats de conscience. Alors, il s'explique, la circonscription de base va être la commune et le village. À ce premier niveau-là, on va élire au suffrage universel direct les conseillers municipaux et villageois. Ces conseillers vont se réunir pour élire les conseillers départementaux et provinciaux, qui à leur tour vont élire les gouverneurs de province. Ensuite, on va réunir les collèges les conseillers villageois, communaux, départementaux et provinciaux pour élire les conseillers nationaux qui correspondent aux députés, qui eux-mêmes vont élire le président du FASO. Bon. Vous avez compris tout ce que j'ai dit? Oui, c'est une architecture, j'allais dire, une vue de l'esprit. Comment ça? Ah oui, parce que les réalités du Burkina Faso aujourd'hui interpellent par rapport aux préoccupations fondamentales. Et nous, en tant que syndicalistes, ce que nous demandons aux différents candidats, c'est de se saisir de ces préoccupations-là. Sinon, les architectures qu'on peut construire au niveau qui font de belles vues de l'esprit, ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Et je voudrais dire un mot sur le gouvernement intelligent. Je pense que c'est un peu méprisant pour le reste. Ceux qui ne sont pas intelligents? Parce qu'en fait, la question de l'intelligence, c'est quoi? Parce qu'il y a ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école et qui expriment un type d'intelligence. Intelligence pratique. Oui, il y a l'intelligence pratique. Moi, lorsque je veux faire installer, configurer Internet, c'est un garçon qui me le fait et il ne comprend même pas français. Mais moi, j'ai essayé plusieurs fois de configurer pour avoir tel ou tel réseau sur mon ordinateur. Je n'y ai pas réussi. Mais lui il arrive à le faire. Il le fait vraiment comme le doigt dans le nez.
Mais il est intelligent. Mais comment on va mesurer son intelligence? Ah oui, parce que tel qu'il s'exprime, c'est en fait l'intelligence de l'élite, l'intelligence livresque. Je pense que c'est des choses, il faut faire attention. Oui. Non, je pense que il faut, quand il parle, j'ai déjà échangé avec lui, le candidat, mais il dit effectivement, quand il parle d'intelligence, c'est pas forcément l'intellectuel bas de diplôme, mais on peut être le paysan du village, peut être aussi intelligent. Et là, il le reconnaît, même si à côté, il estime qu'à l'Assemblée nationale, désormais, il y aurait un niveau, un diplôme au niveau BPC pour entrer à l'Assemblée. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de contradiction à ce niveau, mais je pense que, comme le dit Laurent Gbagbo à chaque fois quand il participe aux élections, et c'est d'ailleurs la même chose pour Tahirou Barry, c'est le lieu, la compétition électorale, c'est le lieu des idées, du débat d'idées. Et Laurent Gbagbo a toujours dit, il vient en campagne présidentielle, par exemple, pour choquer parce qu'il veut éveiller les consciences. Mais je pense qu'il faut comprendre surtout les choses dans cet esprit-là. Alors sur le plan économique, il parle d'une instauration de capitalisme populaire ou le communautarisme africain, une société de liberté et de solidarité sur le modèle des entraides de culture dans les villages. Oui, bon, à peine s'il ne dit pas qu'on revient au troc. Mais bon, je pense que c'est... Non, je rejoins Aubin. En fait, Laurent Gbagbo, il se montre souvent obséquieux, provocateur, il aime titiller, mais il sait bien qu'aujourd'hui, l'économie, parce que lui, c'est quoi? Lui, il renvoie... On parle de Tahirou Barry, excusez-moi, pourquoi je dis Tahirou Barry, et vous parlez chaque fois de Laurent Gbagbo. Oui, mais bon, mais vraiment, c'est... Vous le voyez partout, c'est pratiquement... Non, ce que je vous dis, en fait, Tahirou Barry ne dit rien d'autre que c'est la voix de son maître. Hein. Non, je ne caricature pas tous ceux qui sont sur ce jeu. Voilà, c'est vrai. Non, donc, en fait, moi, quand je vois Tahirou Barry, je vois l'homme de Gbagbo. Donc, tout ce que dit Tahirou Barry, c'est... Laurent Gbagbo l'a dit il y a 10-15 ans. Donc, lui, il renvoie dos à dos l'économie et puis le socialisme. C'est la troisième voie. Donc, tout ce qu'il dit, c'est à peine si on ne revient pas au troc, mais est-ce que c'est faisable de nos jours là on verra le 29 voilà, novembre prochain. Alors, on passe à un autre candidat. Et il s'agit cette fois-ci de Jean-Baptiste Natama, qui est soutenu par la Convergence patriotique pour la Renaissance Mouvement Progressiste, le CPR-MP, une formation qui réunit une quinzaine d'associations et groupements politiques. C'est un ancien colonel de l'armée, il a 51 ans, il croit en ses chances au soir du 29 novembre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Baré? Est-ce que son statut d'ancien militaire, en ces temps-ci où l'armée n'est pas très à la mode, hein, est-ce que ça ne va pas le desservir, même s'il est retiré de l'armée depuis quand même de très nombreuses années? Mais je pense que plutôt que son statut de militaire, c'est surtout son retour en politique qui va peut-être lui créer des problèmes, parce que je suppose que bon, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas trop su, ou bien peut-être les choses n'ont pas tout à fait bien marché, mais qui n'a pas surtout su marquer son retour au pays. Donc malheureusement, c'est ce problème. C'est vrai que la question militaire avait été abordée, mais pour lui, ce n'est pas réellement ça le problème qu'il y a à son niveau. On va regarder son portrait dans une minute. C'est un sujet de Wendiam Valentin Compaoré. Jean-Baptiste Natama ou la Renaissance de Faso. Titulaire d'un DEA en droit et un DSS en stratégie et diplomatie, Jean-Baptiste Natama a été membre de l'Organisation militaire révolutionnaire et du Conseil national de la Révolution. Celui qui se définit comme un panafricaniste convaincu a activement pris part à la Révolution d'août 83 en s'enrôlant dans l'armée. En 1985, il participe à la guerre de Noël entre le Mali et le Burkina Faso. Il sera décoré pour haut fait de guerre par le président Thomas Sankara de la médaille d'or du flambeau de la Révolution. Radié de l'armée quelques années après l'assassinat de Thomas Sankara, celui qui convoite le palais de Kosiam a de grands chantiers pour son pays. C'est que moi, je n'ai jamais failli à l'appel de la patrie, y compris quand mon pays était engagé dans une guerre, je me suis porté volontaire pour le défendre. Et aujourd'hui, il s'agit de défendre le pays sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan économique. Il faut le sortir des mains des prédateurs. Secrétaire permanent du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs de 2006 à 2012, il a parcouru tout le pays pour la rédaction de ce rapport, un condensé de milliers de pages sur la vie sociopolitique et économique du pays des hommes intègres. À ce titre, cet ancien directeur de cabinet de la présidente de l'Union africaine se revendique plus proche des populations. S'il y a tant d'inégalités, c'est parce que le fruit du travail des Burkinabés
n'est pas réparti de façon équitable entre les Burkinabés. C'est parce que le fruit du travail des Burkinabés n'est pas mis à la disposition des Burkinabés. L'État a démontré ces dernières années son irresponsabilité et nous allons mettre fin à cette irresponsabilité. Soutenu par la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, une formation qui réunit une quarantaine d'associations et de groupements politiques. Celui qui a refusé la subvention de l'État pour la campagne présidentielle compte s'il est élu réaliser une croissance économique à partir des pôles de croissance que regorge le pays. Aubin Guébré, il a refusé justement les 25 millions de francs que l'État offre pour la campagne. Est-ce que ça a été pour lui un bon point politique vis-à-vis des futurs électeurs? Oui, pour la com, c'est bien que dans un pays pauvre comme le nôtre, que effectivement 25 millions par candidat, c'est vrai que s'il refuse et qu'on reverse ça dans le trésor, pour l'image, c'est intéressant. Mais au-delà, je pense que les électeurs ne s'attardent pas forcément sur cela. C'est aussi une image d'un homme. En tout cas, moi, ce que j'apprécie sur ce métier aussi, c'est qu'il a un programme qui fait de la culture le socle. Voilà, du développement et qui a beaucoup de choses en tout cas à développer à ce niveau, que ce soit côté tourisme, que ce soit côté... On retrouve des idées sankaristes d'ailleurs. Tout à fait, c'est un sankariste. Au départ, l'homme aurait voulu être investi en tant que candidat sankariste lors de la convention. C'est vrai qu'à ce niveau, ça n'a pas marché. Au finish, c'est Maître Sankara qui a été désigné, même si après tout a volé en éclats. Mais il reste convaincu, c'est un sankariste convaincu. Dieudonné Zoungrana, sa maison a été attaquée pendant les événements il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, attaqué par des populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a joué un rôle dans ce mouvement-là? Je ne sais pas, mais bon, vous savez que pendant ces périodes troubles-là, bon, il y a souvent peut-être même, bon, on profite, il y a des règlements de compte, il y a un peu de jalousie. Mais pour revenir justement au programme de ou à ses chances, je pense qu'il y a d'abord son talon d'Achille, je rejoins Paris, c'est son entrée tardive. Il n'est pas allé franchement. Je sais qu'en mai 2013, nous étions au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, comme il était le directeur de cabinet je lui ai posé expressément la question, il a botté en touche. 6 mois après, on était à Kuwait City, c'était le sommet Afrique arabe, je lui ai posé la même question, il a encore esquivé. Mais je pense que déjà à l'époque, sur les réseaux sociaux, déjà sa toile se tissait, on voyait le mouvement Natama, mais chaque fois il était dans la dénégation. Je pense que peut-être c'est un peu son talent. Ses chances, ou bien, bon, en tout cas, sa force, c'est qu'effectivement, il est vierge, entre guillemets, il n'a jamais participé, il n'est pas comptable des faits et méfaits du pouvoir déchu. Donc, il y a tout ça. Et c'est un monsieur aussi qui se réclame sankariste, même si c'est vrai qu'il n'a pas voulu faire chorus derrière Maître Sankara, il a voulu faire cavalier seul. Bon, je pense qu'il y a ça. Mamadou Barrow, il souhaite consacrer quand même 20% du budget de l'État au volet social, lutter contre la corruption qui pour lui gangrène le pays, et notamment la corruption au niveau des élites. Ce sont quand même des axes forts d'une campagne. Bon, 20% du budget au volet social, j'estime que c'est très insuffisant. Au niveau même des institutions internationales, on recommande aux États, en particulier les États des pays en voie de développement, d'aller vers 20% pour l'éducation, 20% pour la santé. Moi, je suis du domaine de l'éducation. J'estime que beaucoup de nos problèmes liés à l'arriération du pays, liés aussi aux capacités professionnelles, donc les ressources humaines, c'est le sort qui est réservé à l'éducation. Il y a des pays qu'on admire aujourd'hui comme des pays émergents. C'est vérifié, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit l'Inde, sont des pays qui sont allés à des moments donnés jusqu'à 40% de leur budget à l'éducation. Alors, je ne sais pas, 20% pour le social. Pour vous, c'est complètement insuffisant. C'est très insuffisant. Mais il dit alors, école gratuite entre 6 et 16 ans, mais est-ce que ce n'est pas déjà le continuum
Non, hein? presque, non? mais je pense de toute façon, qui est mis en place. Les textes, c'est ça, c'est que la réalité, c'est sur le terrain, c'est que dans la réalité, ce n'est pas du tout appliqué. Donc c'est là, je pense que avec les hommes politiques, tout ce qu'il y a comme discours, habituellement, moi, c'est ce que j'ai dit, le problème, ce n'est pas de s'en tenir à ce beau discours qui est tenu, nous sommes en période de campagne électorale et tout, mais très souvent, il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais la réalité sur le terrain de l'application, ça pose tout simplement un problème. C'est là, je dis que dans l'ensemble, ce qui est intéressant, que ce soit avec Tahirou Barry, dont on a parlé tantôt encore, Natama, ou bien d'autres candidats, je pense qu'il va falloir à un certain moment qu'on puisse aussi s'inspirer, comme le disait tantôt Aubin, d'un certain nombre de valeurs justement que nous avons, et essayer de voir comment on peut mettre cela en adéquation avec tout ce qu'on est en train de dire. Mais le plus important, ça reste tout simplement l'application de ce qu'on est en train de dire. Donc le continuum, peut-être on peut continuer. Maintenant, les moyens, comme le disait aussi M. Barrot tout de suite, combien % du budget on alloue tout simplement à l'éducation. Donc tant que ce n'est pas fait, il va parler d'éducation gratuite, mais ce ne sera pas effectif. Alors merci monsieur. Je vais rappeler les noms de ceux qui ont animé ce débat-là. Il y avait Dieudonné Zoungrana, qui est directeur de publication du quotidien aujourd'hui au Faso, Ousmane Paré de la radio Omega, il y avait Aubin Guébré de BF1 TV et bien sûr le syndicaliste Mamadou Barrot. Alors merci d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver très prochainement pour une autre émission qui va être consacrée à l'agriculture. Donc rendez-vous mercredi à 19h30 GMT, compagnie de Babilas Boton, Marie-Angèle Touré pour ce premier débat sur l'agriculture. Nous on arrive juste après, 21h30, pour le débriefing des experts.